Cher Christ, merci pour la parole. Mais c'est avec un cœur serré, lourd, que je dois m'adresser à vous après avoir suivi toutes ces communications qui en fait constituent tout simplement le fait de remuer le couteau dans nos plaies qui saignent encore. Lorsque Madame Djoko intervenait, elle a dit qu'on ne parlait pas suffisamment des enfants. En fait, il y a seulement 3 jours, j'ai reçu une petite fille de 3 ans, violée par un homme en uniforme. Et cette petite fille, malheureusement, lorsqu'on l'a présentée ici à l'hôpital, elle avait ses intestins qui pendaient dehors de ses organes génitaux. Et la scène au bloc opératoire, et toutes les personnes qui m'assistaient, elles étaient en larmes tout simplement, puisque c'est une souffrance qui a tant duré. Et lorsque nous demandons la justice en République démocratique du Congo, nous ne sommes pas en train de demander une justice pour une histoire qui s'est passée il y a 10 ans, comme le rapport Mapping. C'est une justice pour ce qui est en train de se passer dans notre pays aujourd'hui. Nous demandons justice pas pour se venger, mais puisque nous pensons que tout a été essayé. Ceux qui ont voulu renverser Mobutu ont utilisé les armes. Mais on voit très bien que ces armes n'ont pas apporté une solution. On a eu des accords, des négociations. Ces négociations, ces accords n'ont pas changé la vie des femmes et des enfants en République démocratique du Congo. Nous avons la mission des Nations Unies parmi les plus importantes, mais malheureusement, on voit très bien que cette mission n'arrive pas à changer la situation de la population congolaise. Pas plus loin qu'avant-hier, 19 personnes ont été lâchement tuées, encore une fois à Beni. Et je crois que la liste est longue. Et la grande question que parfois on se pose, que veut nous dire la communauté internationale par rapport à cette indifférence? Quel est le message? Mais je crois qu'en écoutant des activistes, des personnes qui sont engagées dans différentes provinces, des papas Albert qui nous parlent dans une de nos langues, aujourd'hui, je sens très bien que ces combats sont en train de changer tout simplement son visage. Nous avions été longtemps silencieux, peut-être on avait peur, mais on se rend compte que même si on a peur, tous les jours on tue et demain on ne sait pas qui va être tué. Le simple fait de demander la paix, la justice et la paix, nous sommes menacés de mort. Eh bien, je crois que ce combat doit être un combat de nous tous. Chers compatriotes, chers citoyens du monde, chers tous, vous tous qui voulez que la situation en République démocratique du Congo puisse changer, je vais tout simplement vous remercier pour vos efforts. Et je suis certain que, en joignant nos forces, nous serons capables à faire bouger les lignes. Je vous remercie de m'inviter à prendre la parole à ce webinaire. Et je crois que le thème est très important puisque aujourd'hui nous voulons faire un appel pour un engagement individuel pour la justice et la paix.
chacun de nous a le droit de participer aux affaires publiques et peut contribuer à promouvoir la paix et les processus de justice transitionnelle en République démocratique du Congo. La crise a duré longtemps. Et comme je viens de le dire, nous avions tout essayé. Et nous devons être honnêtes de dire, aujourd'hui, le seul élément qu'on n'a pas essayé, c'est la justice. Et chacun de nous peut contribuer à ce que cette justice transitionnelle en République démocratique du Congo puisse avoir lieu un jour. Chacun de nous est concerné par les crimes du passé. Chacun de nous doit considérer que nous partageons la même humanité et que nous ne pouvons pas être indifférents. Ça se passe au Congo aujourd'hui, nous sommes peut-être les premiers concernés, mais ça se passerait ailleurs. Les Congolais devraient avoir la même attitude. À l'est du Congo, dans mon personnel ici à l'hôpital, il y a des gens que je ne connais personne qui n'a pas été endeuillé ou traumatisé au cours de ces dernières décennies marquées par les cycles de violence et de conflits. En notre qualité d'être humain et de citoyens, nous avons donc tous le droit à la vérité, à la justice et à des réparations. Nous sommes tous en droit d'exiger la dignité pour nos mères, pour nos sœurs, nos filles, et espérer pouvoir transférer aux générations futures un pays plus beau qu'avant. Dans mon discours à Oslo le 10 décembre 2018, lors de la réception du prix Nobel de la paix, j'avais interpellé la communauté internationale en ces termes: qu'attend le monde pour déterrer les rapports mapping? Ces rapports ont longtemps accumulé de la poussière et ces recommandations sont restées sans suite depuis maintenant 10 ans. Les autres l'ont dit. Aujourd'hui, nous avons à la tête de nos institutions des criminels arrogants, des criminels qui nous défient, puisque tout simplement, ils se croient être dans un pays où il n'y aura jamais la justice. Et lorsqu'ils nous défient, ça veut dire tout simplement, ils ne le font pas tout simplement pour nous menacer, mais les crimes continuent. Les responsables politiques et militaires des crimes documentés dans ces rapports, ils sont libres. Et nous devons être conscients que lorsqu'ils sont libres, on en connaît. Lors de notre première conférence, il y a une femme qui était brillante. Elle a présenté un criminel qui a été à Kassika, à Beni, il a été au Kasaï. Aujourd'hui, il est en Équateur. Et chaque année, il reçoit toujours des galons pour le mal qu'il fait. Comment pouvons-nous espérer que lorsque le pays fonctionne de cette façon, les choses puissent changer? Ce climat prévalent d'impunité explique toujours en grande partie que des graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire se poursuivent presque chaque jour dans de nombreuses provinces de notre pays. Et j'aime bien celui qui a dit, c'est pas seulement à l'Est. C'est pas seulement à l'Est que ça se passe. J'étais à Kinshasa. Et j'ai vu des qui disent que est-ce qu'on ne peut pas nous poser des questions par rapport à la situation où nos enfants
au lieu d'aller à l'école, font la prostitution au grand jour. Il y a une telle souffrance que nous devons tous nous lever comme un seul homme pour tout simplement dire « ça ne doit pas continuer ». Ce statu quo n'est pas acceptable et nous ne devons plus l'accepter. Je suis très content de voir qu'il y a une mobilisation qui commence à se faire. Ceux qui ont cherché à enterrer les rapports mapping sont ceux qui cherchent à travestir la vérité et à éluder les responsabilités en vue de maintenir les chaos organisés pour piller nos ressources. C'est la seule raison. 25 ans. Des massacres, des viols. C'est qui doit. Mesdames et messieurs, les lignes doivent bouger. Et les lignes bougent. Le rapport mapping est en train d'être exhumé. Il y a 10 ans, quand on en parlait d'ailleurs, la plupart des fois, on me posait la question, le rapport mapping, c'est quoi? Aujourd'hui, on sent de plus en plus que les Congolais, mais aussi les amis du Congo, ou les amis des Congolais, puisque les amis du Congo est tout à fait différent des amis des Congolais, commencent aussi à se poser des questions. Comment se fait-il que ces crimes se sont passés et que tout le monde a décidé d'être indifférent? Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui est un homme politique sans lien avec les crimes du passé, a instruit début août le gouvernement de mettre les dossiers de la justice transitionnelle à son agenda. Je crois que c'est un pas que nous devons encourager et surtout demander que la justice transitionnelle, on ne puisse pas prendre des petits morceaux par ici, par là. La justice transitionnelle, c'est un tout. La seule chose qu'il faut faire, il faut l'adapter à notre contexte pour qu'elle puisse se permettre de répondre à la plus grande question, celle de la non-répétition, et arriver à une réconciliation. Le plaidoyer de la société civile congolaise et de la diaspora porte également ses fruits au niveau international. Le Parlement européen a soutenu fin août l'établissement d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo et a exhorté dans une résolution le Conseil de sécurité des Nations unies de l'adopter. C'est un progrès qu'il faut noter. Dans le cadre du dialogue politique de l'Union européenne et la République démocratique du Congo, les chefs de la diplomatie européenne installés à Kinshasa ont insisté sur le fait qu'il ne pourrait y avoir de retour à une paix durable sans jugement des crimes répertoriés dans le rapport mapping, mais aussi tous ceux commis depuis lors. Comme je viens de le dire, j'ai vu des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit, dans notre village, il y a eu des crimes, on a assassiné, on a violé des femmes, mais on n'a pas vu ça dans le rapport mapping. Eh bien, non seulement nous voulons que ces rapports soient exhumés, mais il faut absolument qu'on puisse faire encore une cartographie de 2003 à ces jours. La diplomatie américaine, canadienne, mais aussi la diplomatie suisse, ils se sont également prononcés contre l'impunité pour les crimes les plus graves et sont en faveur de mécanismes de poursuite et de jugements nationaux et internationaux. Enfin,
Nous saluons que le secrétaire général des Nations Unies ait le courage, encouragé dans son rapport du 21 septembre 2020, le gouvernement congolais a adopté une stratégie nationale de justice transitionnelle qui permettrait de lutter contre l'impunité et de rendre justice aux victimes. Mesdames et messieurs, les leaders religieux réclament aussi la justice. La commission justice, paix et sauvegarde de la création de l'Église du Christ au Congo a pris l'initiative de lancer une campagne nationale de sensibilisation et de plaidoyer sur les rapports du projet Mapping en date du 1er octobre 2020 à l'occasion du 10e anniversaire de la publication du rapport Mapping. Nous sommes très encouragés de voir que l'Église du Christ s'engage en partenariat avec d'autres confessions religieuses, puisque cette question n'appartient pas à une confession religieuse. C'est tout le monde qui doit s'engager. Mais aussi, l'Église du Christ veut associer et a associé la société civile. Ici, j'en profite pour remercier le révérend pasteur Eric Nsenga pour son implication personnelle dans le lancement de ces vastes programmes de l'ECC à travers ces différents réseaux sur le territoire national. Il a très bien dit, nous voulons que ces rapports puissent être enseignés dans les écoles, les universités, les différentes associations des églises. Et je pense que c'est la meilleure façon de sensibiliser, puisque le jour où tous les Congolais prendront conscience que cette histoire, on ne peut pas la laisser disparaître, puisque lorsque notre mémoire ne retient pas, ça veut dire que nous nous exposons au risque de la répétition. Plus récemment, les archevêques et les évêques, membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, ont adressé un message au peuple congolais, l'invitant à l'engagement citoyen. Ils ont exhorté le gouvernement de faire une demande formelle d'institution d'un tribunal international pénal spécial pour la République démocratique du Congo, afin d'engager des poursuites contre les présumés responsables des milliers de morts et des violations massives des droits de l'homme évoquées dans le rapport Mapping de 2010. J'avais dit, les lignes bougent. Enfin, ces lignes bougent. Il est temps de s'engager individuellement et collectivement pour restaurer notre dignité, réclamer nos droits et surtout mettre un terme à la violence. Ce n'est pas notre culture. Les Congolais aiment vivre en paix. Les Congolais, ils acceptent tout le monde. Mais il faudrait que aussi des personnes que nous acceptons nous acceptent et acceptent nos lois. Aujourd'hui, les rapports Mapping est déterré. Les voix de la société civile ont été relayées par les autorités religieuses du pays. La diplomatie internationale est de plus en plus consciente qu'il ne pourra pas y avoir de paix durable sans la justice. À l'heure où je vous parle, comme l'a corrigé d'ailleurs Christian, des sit-ins et des manifestations ont lieu à Londres, à Bruxelles. Dernièrement, c'était au Japon. Et je crois que partout les Congolais se trouvent. Ils ne font pas la guerre. Les Congolais demandent tout simplement la justice et la paix. Il est fondamental que chaque citoyen congolais s'approprie de son histoire. On n'a pas le temps, on pouvait parler de ce que les Congolais ont subi avec le roi Léopold II. Et cette histoire, comme on l'a oubliée, si vous lisez
Rothschild Alain, vous verrez que ce que nous subissons aujourd'hui à cause du coltan, du cobalt, il y a un peu plus de 100 ans, nous avions subi la même chose pour les caoutchoucs. Alors, il est très important aujourd'hui, les enfants, les générations à venir, ne subissent pas la même chose que ce que nous subissons, c'est qu'on subit nous devons nous approprier de notre histoire. Nous devons le faire sans esprit de vengeance, mais tout simplement être vigilants. Le rapport mapping retrace l'une des pages les plus sombres et tragiques de notre histoire récente. Mais ces rapports ne retracent pas tout simplement notre histoire, mais examinent aussi en profondeur les raisons qui ont poussé notre nation à traverser tant de souffrances depuis des décennies. C'est notre devoir. Nous devons saisir ces momentum et nous sommes très inspirés par les réveils de la population congolaise, des associations de survivantes des violences sexuelles, à des associations d'avocats. On a vu les avocats manifester à Bukavu, à Kisangani. Les différentes associations qui viennent cet après-midi de nous parler de leur engagement, le militantisme de la diaspora et des intellectuels congolais. Nous devons poursuivre cet engagement et ces plaidoyers avec conviction pour exiger la mise en place d'un tribunal international pénal pour le Congo et ou des chambres spécialisées mixtes pour garantir une justice indépendante et impartiale. Cela permettra de mettre fin à l'impunité dont jouissent les auteurs et les commanditaires politiques et militaires des crimes commis sur notre population depuis les années 90 jusqu'à ces jours. Nous sommes au début de ces processus de justice transitionnelle qui nous amènera, j'espère bien, de la dictature à la démocratie et de la guerre à la paix. Mais pour ce faire, il faut commencer par définir une stratégie holistique de justice transitionnelle qui devra prévoir des mécanismes judiciaires et non judiciaires pour que les droits et la vérité soient dits, pour que les victimes, les survivants et les communautés affectées obtiennent des réparations et pour qu'on nous garantisse des réformes ambitieuses pour le non-renouvellement des atrocités. Et ceci va nécessiter, ça va être dur à faire, mais il faut avoir le courage de les faire. S'il n'y a pas de réforme du secteur de la sécurité qui inclut l'armée, la police et la justice, malheureusement, si nous n'avons pas le courage et l'ambition de dire ça ne peut pas continuer d'avoir des commandants dans des villages où ils ont commis des crimes, des violations graves. Si on ne peut pas changer ça, malheureusement, la violence va continuer. Aujourd'hui, il est très bien connu que ces personnes qui commettent des violences, elles sont elles-mêmes traumatisées. Et à chaque fois quand leur mémoire traumatique se met en marche, ils commettent encore ces crimes. Donc nous devons être conséquents. Il y a beaucoup de publications qui ont été faites en République démocratique du Congo pour étudier le comportement de toutes ces personnes qui ont eu leur grade en allant dans la forêt, en tuant et en violant. Ce sont des personnes qu'on ne peut plus continuer à demander à ceux qu'ils protègent leurs victimes. Je tiens à remercier les organisateurs de ces webinars pour leur détermination à éveiller
les consciences et à sensibiliser l'opinion pour qu'elle s'approprie le rapport mapping et exige la fin de l'impunité. C'est nous qui allons exiger la fin de cette impunité. N'attendons pas que ce soit les bourreaux qui les fassent. Vous l'aviez dit et répété, aujourd'hui nous avons des bourreaux au sommet de nos institutions. Et si nous, la base, si nous, la population congolaise, nous n'exigeons pas, malheureusement ça va continuer. Un quart de siècle, c'est trop. 25 ans de souffrance, ça ne peut plus continuer. Ensemble, poursuivons notre lutte pour avancer sur les chemins de la paix par la justice. Je vous remercie tous pour votre engagement, pour le courage que vous avez, pour le temps que vous aviez pris. Et je suis certain que ce mouvement ne va pas s'arrêter aujourd'hui, mais au contraire, vous l'aviez dit, nous allons plutôt essayer de voir qu'est-ce qui va se faire après, puisque jusqu'à ce que nous puissions arriver à un résultat. Encore une fois, merci à vous tous.